Bonjour, bienvenue au cours numéro 4. Aujourd'hui, on va faire les sections 1.7 puis 1.9. En fait, on va regarder comment on peut déterminer le champ électrique créé par des distributions de charges plutôt que par des charges ponctuelles ou par des sphères, ce qu'on a fait à date. Donc, on va regarder plus spécifiquement les champs électriques créés par des fils infinis uniformément chargés et des plaques infinies uniformément chargées. Dans votre livre, ça correspond donc aux sections 1.7 et 1.9. On va commencer par la tige, donc une tige ou un fil infini. Bon, je sais bien, un fil infini, ça se peut pas, mais l'idée, c'est que si le fil est beaucoup plus long que la distance à laquelle on se trouve du fil, on peut considérer que l'effet est similaire à un fil infini. Donc, on peut considérer que les effets de bout, le fait qu'il y a une extrémité, c'est négligeable. Alors, un fil infini, s'il est chargé positivement, va créer un champ électrique qui s'éloigne du fil, et ce champ électrique-là va s'éloigner du fil dans toutes les directions. Donc là, il ne faut pas oublier qu'on est dans un système en 3 dimensions. Fait que mon champ électrique, il s'en va en s'éloignant du fil. Fait que si mon fil y est comme ça, bien, le champ électrique s'en va vers le haut, vers l'avant, vers le bas, et dans toutes les directions, comme vous le voyez sur le schéma qui est à l'écran. Pour essayer de se convaincre de ce qui se passe dans un fil infini, on va essayer d'imaginer que dans le fil, il est chargé, donc il y a plein de charges partout sur le fil, et que si je prends ce qui se passe au point P, je peux calculer le champ électrique créé par l'ensemble de toutes les charges qui sont une à côté de l'autre sur le fil. Donc, on va observer les composantes de chacun de ces champs électriques-là, qui sont tous vers le haut, mais qui peuvent avoir des composantes horizontales, vers la droite ou vers la gauche. Évidemment, si le fil est infini, ça veut dire que n'importe quel point P que je veux choisir, qui est à une distance R ou quelconque du fil, mais n'importe quel point P va avoir autant de charge qui va être à droite que de charge qui va être à gauche, puisque le fil est infini. Donc, si je regarde comme il faut le schéma, mais je vais me rendre compte que les composantes qui sont horizontales, qui sont vers la gauche, par exemple, qui viennent des charges qui sont à droite du point P, bien, vont être parfaitement annulées par les composantes qui vont vers la droite et qui sont créées par les charges qui sont à gauche. Et comme il y en a autant de chaque côté qui sont à égale distance, parce qu'on suppose que le fil est uniformément chargé, donc il y a autant de fils, pardon, il y a autant de charges dans chaque partie du fil, bien, on va avoir des composantes en X qui vont s'annuler. Et il va rester un champ qui va être uniquement en Y, dans cet exemple-ci. Pour pouvoir mieux définir certaines grandeurs, on va se servir de 3 définitions. Les densités. Densité linéique de charge, qui est la quantité de charge par unité de longueur. Donc, si c'est uniformément chargé, cette densité linéique-là va être une constante. Ici, on va l'appeler lambda. Lambda, c'est la quantité de charge par unité de longueur, donc Q sur L, ce qui correspond au nombre de coulombs pour 1 mètre de fil. On va aussi se servir de surface. Donc, si j'ai une quantité de charge uniforme, répartie sur une surface, on peut déterminer il y a combien de charges par mètre carré. On va appeler ça la densité surfacique de charge, qu'on va représenter par la lettre sigma, qui est la quantité de charge par unité de surface, par unité d'air, donc des coulombs par mètre carré. Il existe aussi, puis on va l'utiliser plus rarement, mais c'est bon de l'avoir parce que ça peut être pratique, la densité volumique de charge, c'est-à-dire la quantité de charge par unité de volume. Si j'ai un objet qui contient, j'ai un objet 3 dimensions qui contient une certaine quantité de charge, donc en coulombs par mètre carré, représenté par la lettre ρ ici. Donc pour l'instant, on va surtout se servir de lambda, puis dans la section suivante de sigma, mais c'est des définitions qui vont être bien importantes pour la suite. Donc, ça donne quoi? L'équation qui me permet de calculer le champ électrique créé par une tige ou un fil infini uniformément chargé. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le champ électrique créé par une portion de la charge sur le fil. Cette portion-là, je vais la prendre le plus petit possible. Je vais l'appeler dQ, une portion de la charge totale, qui tend vers 0, mais quand même, donc une petite portion, qui occupe une longueur dL, donc une petite portion de la longueur du fil total, et donc qui va créer au point P un champ DE, qui n'est pas le champ électrique total évidemment, mais qui est juste la portion du champ électrique créée par cette petite portion de charge-là. Si je fais la somme de tous les DE sur tout le fil, ça va me donner le champ électrique total. Comment on fait ça? On utilise une intégrale.
Donc, une intégrale, c'est ça. C'est une somme continue dans ce cas-ci, de champs électriques créés par l'ensemble de toutes les charges le long du fil. Bon, on le sait déjà, parce qu'on l'a vu tantôt, que les composantes en X vont s'annuler. Fait qu'on ne fera pas exprès de les calculer ici, c'est pas nécessaire. On va juste déterminer les composantes en Y de chacun de ces champs électriques-là. Qu'est-ce que ça donne? Donc, comme on a vu tantôt que lambda, c'était la quantité de charge par unité de longueur, ça veut dire que lambda, c'est dq sur dx, la quantité de charge, dq dans ce cas-ci, sur l'unité de longueur, que j'ai appelé dl tout à l'heure, mais on va l'appeler dx ici, puisqu'on est sur l'axe des x, ça va être plus facile. Donc, je peux dire que dq, la quantité de charge, c'est lambda fois dx. C'est juste réécrire l'équation dans l'autre sens. Donc, si je veux calculer la valeur du champ électrique, encore une fois, on va juste prendre la valeur en Y, donc le champ électrique multiplié par le cos de l'angle. On a représenté l'angle dans notre schéma ici. Donc, le champ électrique, K fois la charge sur R carré, dans ce cas-ci, la charge c'est dQ, une petite portion de la charge totale, multiplié par le cosinus de l'angle alpha. Donc, ça va me donner K fois dQ sur R carré fois cosinus alpha. Puis je vais remplacer le dQ par l'équation qu'on a vue tantôt, dQ qui est lambda sur dx, donc K lambda dx sur R carré multiplié par cos alpha. Puis ce qu'on veut faire pour trouver le champ électrique total, c'est d'intégrer l'intégrale de dE, y dans ce cas-ci, et donc on va intégrer K lambda dx sur R carré cos alpha pour faire la somme de l'ensemble des champs électriques créés par l'ensemble de toutes les charges sur le fil. Bon, on ne peut pas faire une intégrale avec une équation comme ça, il y a 3 variables dedans. Donc, alpha c'est une variable, R est une variable, puis X est une variable, parce que, évidemment, ma charge Q, si j'en prends une autre qui est un peu plus loin, on est à une distance X différente, ça va donner une distance R différente, puis ça va donner un angle différent. Donc, là, j'ai trop de variables, je ne peux pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va faire, on va remplacer 2 des 3 variables avec des constantes et une seule des variables. Il faut en choisir une. Dans ce cas-ci, pour que ce soit plus simple à visualiser, j'ai choisi de conserver alpha. Et là, ce qu'on va faire, c'est que les 2 autres variables, c'est-à-dire x et r, je vais les écrire en fonction de alpha, pour que dans mon équation, finalement, il reste une seule variable. On va commencer par le plus simple. Cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc R majuscule sur R minuscule. Donc, je peux dire que R minuscule, petit r, c'est R majuscule sur cos alpha. Ça me permet de remplacer dans l'équation qui est ici la distance, R, par R majuscule sur cos alpha. R majuscule, c'est une constante. C'est la distance qui sépare le point P du fil, perpendiculairement, la distance la plus courte. Puis alpha, c'est la variable que je veux garder. Donc, ça me permet de me débarrasser du R minuscule pour le remplacer par une constante et ma variable que je veux garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On veut se débarrasser de dx. Comment on va faire ça? Bien, premièrement, on va écrire une équation en fonction de x. Donc, je vais me servir du fait que tangente alpha, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, tangente alpha, c'est x sur R majuscule. Et donc, je peux isoler x qui est R fois tangente alpha. Mais ça, c'est pas dx, c'est x. Comment je trouve dx? Bien, dx, c'est la dérivée de x. Fait que ce qu'on va faire, c'est juste ça. On va dériver. La dérivée de x, dx, c'est la dérivée de r fois tangente alpha. Puis ça donne quoi? Bien, ça donne r fois sécante carré. Dérivée de tangente, c'est sécante carré de alpha. Et ensuite, on dérive l'argument, donc la dérivée de alpha. Fait que ça me fait dx qui est r sécante carré alpha d alpha, qu'on va aller remplacer dans l'équation qui est ici. Et ça va me donner ceci, cette grosse équation-là. Ce qui n'est pas très joli là, quand on la regarde comme ça. Remarquez que j'ai sorti k et lambda devant l'intégrale, puisque ce sont des constantes. K, c'est ma constante de Coulomb, puis lambda, c'est la densité linéique de charge. Fait qu'il reste tout ça. Bon, en fait, R est aussi une constante, mais on va s'en débarrasser après. On va commencer par simplifier l'équation. Fait que j'ai un R en haut, j'en ai un au carré en bas, fait que je peux en enlever un en haut puis en bas. Et sécante, c'est la même chose que 1 sur cos. Fait que sécante carré, c'est 1 sur cos carré, que je multiplie par cos carré, puis ça s'annule. C'est comme cos carré sur cos carré, puis ça donne 1. Fait que j'ai enlevé tout ça ici, ce qui va me simplifier vraiment beaucoup mon équation. Là, ce qu'on obtient,
c'est cette équation-ci, comme ça, c'est-à-dire K lambda sur R, donc le R qui restait ici, je l'ai sorti en avant, et il me reste l'intégrale de cos alpha d alpha. Puis l'intégrale de cos, c'est pas une intégrale compliquée, ça donne sin. Donc, mon résultat, K lambda sur R fois sinus alpha. Bon, théoriquement, si je faisais mon intégrale comme il faut ici, je devrais mettre une constante d'intégration, mais je veux juste rendre ça plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des bornes d'intégration, c'est-à-dire qu'on va intégrer de l'angle initial à l'angle final, et on va distribuer. Donc, si vous avez fait le cours d'intégrale, vous savez ce que ça veut dire. Sinon, ben, ça s'en vient, on va vous le dire, mais c'est pas grave. Donc, sinus de l'angle final moins sinus de l'angle initial. C'est quoi l'angle final et c'est quoi l'angle initial? Ben, l'angle final, c'est l'angle le plus loin possible que je pourrais aller par là si mon fil est infini. C'est quoi un point qui pointe vers l'infini? Donc, si je regarde dans cette direction-là, ben, mon angle a une certaine valeur, qui pourrait être genre 45 degrés, puis plus je m'en vais par là-bas, plus je pointe vers un point qui est loin, puis à l'infini, ces deux lignes parallèles se rejoignent à l'infini, alpha vaut 90 degrés. 90 degrés, c'est mon angle final. Puis de l'autre côté, l'angle initial, si on intègre d'un bord à l'autre, ça va être moins 90 degrés par rapport au sens positif qu'on avait choisi ici. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, sin 90, ça fait 1. Et sin de moins 90, ça fait moins 1. Fait que 1 moins moins 1, ça fait 2. Et donc, mon équation devient 2K lambda sur R. Cette équation-là est sur la feuille de formule. Vous pouvez l'utiliser comme telle. Et non, je ne vais pas vous demander de refaire cette démonstration. Mais c'est le fun de savoir d'où ça vient, les équations, des fois, puis pas juste les faire pitcher dans la face. Section suivante, 1.9, le champ électrique généré par une plaque infinie. Bon, une plaque infinie, comme un fil infini, ça se peut pas. Infini, ça n'a pas d'allure. Mais encore une fois, si ma surface est suffisamment grande et que la distance à laquelle on se trouve de cette surface-là est beaucoup plus petite, on peut faire l'approximation que ça va agir comme une surface qui serait infinie. Donc, si on se place à une distance P de ma surface, on va avoir un champ électrique généré par cette plaque-là. Si la charge de la plaque est positive, le champ électrique va s'éloigner de la plaque verticalement, en s'éloignant de la plaque, tout simplement. Si, évidemment, mon point P était sous la plaque, ce serait la même chose, c'est juste que le champ électrique serait par en bas. Donc, si la plaque était négative, évidemment, le champ électrique irait vers la plaque, puisque les champs électriques vont vers les charges négatives. Ce que ça va me donner, l'équation, c'est sigma, la densité surfacique de charge, la quantité de charge qu'il y a par unité de surface, sur 2 fois epsilon 0. Epsilon 0, c'est ma constante électrique qu'on avait vue dans les premières sections, qui est aussi sur la feuille de formule, donc 8.85 fois 10 moins 12 avec un paquet d'unités de fun que vous n'avez pas à savoir par cœur. Alors, comment on arrive à cette équation-là? Ben là, je ne vais pas vous le montrer parce que je pense qu'une démonstration, c'est suffisant. On va s'intéresser à ce qui se passe quand il y a plus qu'une plaque. Donc ici, j'ai fait un exemple dans lequel vous avez deux plaques. Les deux sont positives, la plaque A et la plaque B. Et donc, le champ électrique créé par chacune des deux plaques va s'éloigner de la plaque. Donc, si on regarde la plaque A, le champ électrique s'éloigne vers le haut de la plaque A quand on est en haut de la plaque et va vers le bas quand on est en bas. Puis, même chose pour la plaque B. Pour l'instant, j'ai un peu triché, j'ai laissé passer les lignes à l'intérieur des plaques. On va voir dans la section suivante qu'est-ce qui se passe réellement dans les conducteurs. Pour l'instant, on va juste s'intéresser à ce qui se passe dans la zone qui est en haut de la plaque A, dans la zone entre les deux plaques, puis dans la zone qui est en bas de la plaque B. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que si on est en haut, les deux champs électriques, les deux vecteurs vont dans le même sens, donc ils vont s'additionner. Même chose quand on est en bas. Et donc, le champ électrique total va correspondre à 2 fois le champ électrique créé par une plaque. J'ai mis la A, ça répète la B, ça ne fait pas de différence. Donc, 2 fois sigma sur 2 epsilon 0, les deux vont s'annuler, et donc mon champ électrique total va me donner sigma sur epsilon 0. Entre les deux, les champs électriques vont dans des sens opposés. Le champ électrique créé par la plaque A va vers le bas, celui créé par la plaque B va vers le haut. Et donc, s'ils sont de même grandeur, bien, nécessairement, ils vont s'annuler, et donc le champ électrique va être nul entre les deux plaques. Si les deux plaques sont de signes opposés, donc supposons ici que c'est la plaque A qui est positive et la plaque B qui est négative, mais là, le champ électrique de A, il ne change pas, mais le champ électrique de B va changer de sens. Il va aller vers la plaque B, puisqu'il est créé par une plaque qui est chargée négativement.
Et là, ce que ça va faire, c'est que dans la zone qui est en haut, puis dans la zone qui est en bas, maintenant, les vecteurs sont dans des sens opposés. Et c'est ici que les champs électriques vont valoir 0. Alors qu'au centre, le champ électrique créé par la plaque A va vers le bas, celui créé par la plaque B, oui, va aussi vers le bas. Et donc, ces deux vecteurs-là vont s'additionner en module, ça va me donner un champ électrique qui est 2 fois plus grand que celui créé par une seule plaque. Donc, la même affaire que dans l'exemple précédent, sigma sur epsilon 0. On va faire un petit exercice, on va revenir à la section 1.7. Donc là, ce que je vous donne, c'est 3 fils qui portent la même densité linéique de charge, soit 8 nanocoulombs par mètre, et on vous demande de déterminer c'est quoi le champ électrique au point P, qui est ici. Là, je sais que ça paraît pas trop, qu'il y a 3 fils. Il y en a un qui est ici, il est assez clair, il est le long de l'axe Y. Puis les 2 autres fils, ils sont dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires au plan du schéma. Donc, vous pouvez imaginer que, bon, mon fil ici, il est évidemment pas infini, c'est un crayon en plus, donc, mais imaginez que je prends le fil, puis je le tourne comme ça. Oups. Mais là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez juste un point, qui est le bout du crayon, là. J'aurais peut-être dû le mettre de l'autre bord, c'est rouge, vaguement. Donc là, vous voyez juste un point, et ce point-là, c'est le point B, c'est le point C, c'est le bout d'un fil infini. OK, le bout d'un fil infini, on ne s'attarde pas trop mentalement à ce que ça veut dire. Donc vous avez les 2 fils qui sont en fait perpendiculaires à la surface, et vous avez un fil ici qui est le long de l'axe Y. On veut savoir ces 3 fils-là, quel champ ils font au point P, puis on va les additionner. Trouver le champ électrique total. C'est ça qu'on fait au début du prochain cours. Salut!